Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Petite coupure là sur les matchs de la NBA Cup en attendant la reprise avec le Final Four qui commence ce soir. Il y avait plusieurs matchs prévus la nuit dernière. Shai, je te propose qu'on parle d'abord d'un duel entre pivots français, entre intérieurs français. Un vétéran de 31 ans et un jeune prodige de 19 ans, ça a tourné à l'avantage du vétéran. Victoire des Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert, 102-94 contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Très grosse perf de Rudy Gobert, 16 points, 20 rebonds, 2 contre, 7 sur 8 au tir. Et je crois que le plus impressionnant, Shai, c'est le plus 31 en 30 minutes sur un match que Minnesota gagne que de 8 points. À chaque fois que Gobert était sur le terrain, tout allait bien pour les Wolves. J'ai l'impression que voilà, à chaque match de Minnesota, je le disais l'autre jour, qu'on est en mode. Ça pourrait passer pour de la propagande pro Rudy Gobert, mais il n'y a même pas besoin parce que il n'y a pas que les médias franco-français qui s'accordent là-dessus. Il fait une saison énorme et ce match-là symboliquement, c'est toujours intéressant. Il joue contre Wembanyama. Les gens, les Français étaient forcément intéressés par ça et il a été excellent encore. T'as raison, c'est l'impact d'un joueur dominant, dominateur, tout ce que tu veux, qui est défensivement, qui donne le ton pour une équipe qui à la base était pas mal défensivement l'année dernière déjà, mais là on voit vraiment l'ADN défensif du jeu et il a été énorme quoi. T'as raison, le plus-minus est top. Il y a un truc marquant, c'est que le public l'a ovationné. Je pense que même Standing voilà, ovation. même le public des Wolves était un peu méfiant, sceptique, critique même. Il y en a qui se demandaient pourquoi ce trade, pourquoi autant d'assets envoyés dans ce trade. On pouvait se le demander, c'est à juste titre. Il y a pas... Et voilà, il est en train de justifier ça. Minnesota continue de faire ce bon début de saison et Rudy énorme. Victor a eu beaucoup de mal, pas que contre Rudy, contre les Wolves tout court. La défense était serrée, c'était difficile pour lui de s'exprimer. Ouais, c'est vrai que Rudy, il a été beaucoup critiqué la saison dernière. En fait, c'est pas tant qu'il a été critiqué pour son niveau de jeu. Alors, il était pas extraordinaire. C'était pas le meilleur Rudy. On a senti qu'il y avait de la frustration. L'épisode avec Kyle Anderson, là pendant le match de play-in où il lui met un coup, je pense, ça résumait plusieurs mois de Ouais. frustration du côté de Rudy. Il a sans doute pas très bien vécu tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas juste son niveau de jeu, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, il a été jugé uniquement à travers son trade. Les Timberwolves ont lâché, je crois, 4 joueurs et 5 picks, ou l'inverse, 4 picks et 5 joueurs pour aller chercher Rudy Gobert. Pour tout ça, au final, pour faire le play-in et sortir au premier tour des playoffs, alors que cette équipe, quand elle fait ce trade, c'est dans l'idée justement de passer un cap et de rejoindre les sommets de la conférence Ouest. C'est là où elle est aujourd'hui, un an après. 16 victoires en 20 matchs, c'est le meilleur bilan de la conférence Ouest et c'est même le meilleur bilan de la NBA. Ils sont passés devant les Celtics. C'est impressionnant. Je cherchais la stat l'autre fois, là, sur le nombre de fois où les Wolves ont limité leurs adversaires sous les 40% de réussite au tir. Mhm. Donc, c'était encore le cas là, du dernier. Les Spurs ont shooté à 37%. Et c'est la 9e fois en 20 matchs qu'ils mettent un adversaire sous les 40%. C'est impressionnant. L'activité physique de Rudy Gobert, il y a des moments, tu as l'impression qu'on voit que lui sur le terrain. Lui avait dit il y a quelques jours ou quelques semaines qu'il ne s'est jamais senti aussi fort. Franchement, ça se voit. Son coach dit la même chose. Il l'a jamais vu aussi bon des deux côtés du terrain. Il fait 7 sur 8 encore. Après, évidemment, les tirs de Gobert, c'est juste de la finition, mais voilà, il les met, il est efficace, il a de l'activité au rebond, il a de l'activité en défense, il étouffe ses adversaires. Wembanyama, tu l'as dit, il a eu du mal. Wembanyama, voilà, il revenait après un match d'absence. C'est bien ça, c'est le match Ouais, c'est dernier qu'il ça. n'avait pas joué. Ouais. Ouais, voilà, il fait 4 sur 13, il finit à 12 points, 10 rebonds. Il n'a pas pu peser en fait. Quand tu joues contre Gobert, si tu es un intérieur, ça devient très difficile de peser. Ouais, clairement. Et c'est important qu'ils aient vraiment cette identité-là. Tout le monde s'est mis au diapason. Anthony Edwards revenait dans ce match-là. Il Ouais. avait manqué quelques matchs et alors il a un peu vendangé. C'était pas très adroit, mais il y a toujours cette activité-là. Et c'est l'autre jour, on se demandait si Minnesota continuait à performer comme ça jusqu'au All-Star Game. Est-ce que tu prends deux joueurs, trois joueurs des Wolves? Les trois sont très bons, Kat est bon, mais en étant peut-être un peu trop chauvin, je sais pas, hein, je pense que Rudy il est incontournable. C'est peut-être le joueur le plus important de Minnesota pour ce qu'ils essayent de faire là.
Je dis ça en connaissance de cause pour Anthony Edwards, hein. C'est-à-dire je suis conscient que c'est le joueur le plus talentueux, c'est le plus important à moyen et long terme, et c'est le franchise player, mais Rudy est fondamental. Si tu l'enlèves là, je pense qu'ils n'ont pas du tout le même... c'est une évidence de dire ça, mais ils n'ont pas le même impact défensif, ils n'ont pas le même niveau global, je pense. Ouais, bah, là, si je dois en prendre deux seulement, je prends Edwards et Gobert. C'est un peu injuste pour Kat qui fait une belle saison, mais je pense que je prends Gobert au-dessus pour tout ce que tu as cité. Après, Edwards me semble aussi incontournable. Si je dois en prendre trois, bah, là, je rajoute 4. Mais t'imagines les Timberwolves avec 3 All-Stars, enfin, ça me semble tellement improbable. J'ai jamais vu ça dans ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Bah, il y a des équipes qui ont eu plusieurs All-Stars, mais là, on s'y attend pas de la part de Minnesota. C'est aussi ça. On a tellement l'habitude que ce soit compliqué que là, ce serait bien. Ce serait une belle récompense de la confiance qu'ils ont accordée. Enfin, on était tous sceptiques. On s'est dit, il leur faut un trade. Et là, puis, bah, ils ont essayé de rester constants. Ils ont retapé le moral de certains, hein. Je pense que Rudy notamment, Kat, et autour, ça marche bien. On n'a pas. Là, c'est bon, c'est pas un podcast sur les Wolves, mais même les joueurs autour, Nasrid, dont on a déjà parlé, oui, Nazaré, la très bon. dynamique est très bonne. Maintenant, la mission, le job, ça va être de maintenir ça au-delà de la vingtaine de matchs, parce que c'est le fameux lieu commun. La saison est extrêmement longue, il peut se passer beaucoup de choses, donc le plus dur, c'est de garder la constance. Avant qu'on enchaîne, juste un petit mot sur les Spurs. Il y a eu du changement dans le 5 majeur, mais ça n'a toujours pas trop de sens. Jérémy Sohan est sorti. Ça y est, il n'était pas dans le 5. Alors bon, quelque part, il revient un peu de blessure. À mon avis, il va vite y retourner dans le 5. Devin Vassell est retourné parmi les titulaires. Je ne sais même pas pourquoi il n'y était pas déjà. Enfin, il met 22 points. C'est le meilleur joueur des Spurs, Devin Vassell. Il n'y a pas de raison qu'il sorte du banc. Mais donc, il y avait un 5 avec Cedi Osman, Devin Vassell, Keldon Johnson, Zach Collins, Victor Wembanyama. Ça ressemble à rien. Là, pour le coup, je ne comprends pas ce que fait Pop. Je capte pas trop. Vraiment, je capte pas trop. Zach Collins, il a pris 20 tirs. Il a mis 6 sur 20. Il a pris 20 tirs, Zach Collins. Pop a été un peu évasif sur le pourquoi. C'était parce que ça nous permet de jouer comme on a envie de jouer. Bon, on va pas. Il joue pas les Spurs. Ça fait quoi, 15 ils en sont à combien, 15 de 15 suite, défaites, ouais. 15 défaites de suite. Ouais. Non, là, c'est moche. Là, je trouve que c'est moche. Vraiment, ça devient à la limite ouais, tu peux pas regarder. Ça devient, on est presque au stade où malgré Wembanyama, tu peux pas regarder. Tu veux dire que le coefficient de matabilité Ouais, est compliqué. très faible du côté des Spurs. Allez, on enchaîne avec la grosse performance de la nuit, celle de Joel Embiid, la grosse performance individuelle. Alors, il y en a plusieurs. Il y a eu pas mal de cartons la nuit dernière, mais le plus élevé, c'est celui de Joel Embiid, 50 points contre les Wizards. Hein. Alors, il aime bien martyriser les Wizards. On sait que c'est pas la meilleure défense de la ligue, mais c'était un match assez serré, mine de rien. Les Wizards ont même mené dans le quatrième quart-temps. Et donc, 50 points de Joel Embiid qui s'est baladé, 19 sur 29 au tir, 13 rebonds, 7 passes décisives. Bon, il perd 6 ballons, mais quand même très grosse perf individuelle de Joel Embiid. Ouais, pas un très bon match des Sixers. Hein. Ils ont pas... D'ailleurs, c'est l'impression confirmée. Les comptes de fans des Sixers parlaient même d'une des plus mauvaises sorties de la saison. Alors, je pense que ça a été motivé par le niveau de l'adversaire. Je pense que du coup, il s'attendait à une domination plus large. Et bon, Embiid, c'est un quiet 50 en fait. C'est bizarre. T'as l'impression qu'il a pas forcé, mais qu'il a quand même mis ses paniers. Et, ils ont accéléré au bon moment et ça a suffi. Hein. C'est les matchs pourris comme ça que tu peux perdre si tu n'étais pas vigilant. Et l'important, c'est qu'il ne l'ait pas perdu. Jordan Poole, très correct, 23 points, a fait un plutôt bon match. Bilal, bien entré aussi, hein, Bilal Koulibaly. 14 points, 3 passes, 3 interceptions. Un gros gros dunk. poster. Ouais. Je sais plus sur qui il le met, mais bien costaud. Paul Reed, je pense. C'est très possible. Je crois que c'est Paul Reed. J'ai un doute. Ouais, et sur les facts de ce match, Kelly Oubre qui revenait pour la première fois après son accident de la route. Et il a mis 12 points. Et il a mis 12 points. Et ça va être un bel apport aussi pour Philadelphie s'il retrouve. Il a dit que c'était un traumatisme, hein, et qu'en plus les doutes autour de la véracité des faits de sa version l'ont un peu affecté. Mais le joueur va beaucoup apporter. S'il se remet la tête à l'endroit, il va beaucoup apporter, comme il apportait déjà beaucoup avant l'accident d'ailleurs. Oui, ça va être intéressant de voir quel va être son rôle maintenant que les Sixers ont récupéré Batum, qui a l'air indéboulonnable dans le 5 majeur. Batum qui a fait 9 points, 6 rebonds, 5 passes. Ouais. On verra quelles minutes seront données à Oubre. Par exemple, là, Covington, il a joué que 4 minutes du coup. Je pense que c'est plus Marcus Morris à terme qui va perdre des minutes, mais voilà, il va y avoir un petit chamboulement dans la rotation. Ouais. Autre match, celui entre les Clippers et les Nuggets. Victoire des Clippers. Tiens, voilà. Tu voulais un gros test. Voilà. Tu voulais voir les Clippers
contre une grosse équipe. Victoire 111-102, les Nuggets étaient au complet, mais les Clippers l'ont remporté. Alors ce match, il ne va pas changer toute la vision des Clippers ou des Nuggets. Il montre, selon moi, surtout la fin de match, montre comment, en associant des talents, tu peux sur un match battre des équipes qui sont a priori plus fortes que toi collectivement. Comment le talent prend le dessus sur le collectif dans un sport collectif, un sport d'équipe, comment les individualités prennent le dessus. Alors, prendre le dessus sur un match, c'est une chose. Prendre le dessus sur 4 séries, parce que pour être champion, il faut gagner 4 séries, ça en est une autre. Mais franchement, belle victoire des Clippers. Très bon match de James Harden, victoire 111-102, donc contre Denver. Je vais te dire ça. Il fallait, de toute façon, il fallait qu'ils gagnent parce que pour l'orgueil, vu ce qu'ils ont pris la dernière fois contre des Nuggets qui avaient ni Jokic, ni Aaron Gordon, ni Jamal Murray. Enfin, c'était le plus bas qu'ils ont touché, je pense, avec le show Reggie Jackson. Et donc pour l'orgueil, il fallait le faire. Pour éventuellement rassurer, donner des pistes un peu prometteuses, il fallait gagner aussi. Et franchement, c'est la fois où je suis le plus enthousiaste, je pense, après un match des Clippers depuis que James Harden est là. Je les ai trouvés vraiment bien. Paul George a été solide. Ils ont réussi à faire déjouer Jokic. C'est jamais facile, mais il a beaucoup trop shooté et beaucoup trop mal shooté. Fini à 9. Alors il y a le triple-double la journée au bureau. Hein, le triple-double, il est là. Mais 9 sur 32. Il n'avait jamais raté autant de tirs dans un match. Je t'ai dit, il prend beaucoup de tirs cette saison. Ouais, non, je sais que c'est un point pour les Nuggets. Ouais, c'est un point important et on sait qu'ils sont meilleurs quand tout le monde est impliqué. Et ils avaient démarré très bien les Nuggets. Hein. Ils font un départ un peu canon. Ils mènent de 15 points dans le premier quart-temps. Et après, ça a été beaucoup plus décousu et à l'avantage des Clippers. Et je les ai tous, en fait, autant on a pu être très critique même individuellement sur chacun des cas parmi les superstars des Clippers. Là, je les ai tous trouvés bons. J'ai trouvé Harden bon. Je trouvais Kawhi, alors il a pu sembler être sur la retenue, mais je l'ai trouvé quand même bon dans les moments où ça comptait. Surtout à la fin, quand ils font un run en fin de match où Denver marque pas un point et c'est Kawhi et Harden qui se relayent pour scorer, pour être impactant sur le match. Zubac, ça c'est important, je trouve. Zubac qui semble pas du tout épanoui depuis le début de la saison et plus précisément depuis que Harden est là. Il a fait un très bon match et il a été important pour limiter Jokic, notamment en fin de match. Il met un contre important pour vraiment casser toute possibilité, je trouve, de revenir. Donc on en redemande en fait. On n'a pas, ça nous amuse pas de critiquer les Clippers juste pour les critiquer, de se moquer de James Harden, ce que vous voulez. Quand ils sont comme ça, avec ce visage-là, que toutes les individualités fonctionnent contre une très très forte équipe. Certes, pas dans un bon soir, mais ils ont été bien pris par les Clippers. On en redemande en fait. Ouais, mais moi je trouve que de toute façon, depuis le passage de James Harden dans le 5, ça va quand même beaucoup mieux aux Clippers. Alors, beaucoup mieux, tout est relatif. Ça ne veut pas dire que d'un coup, je me dis que les Clippers sont devenus des candidats au titre affirmés. Je pense que ce sera plus un statut d'outsider, même si quand tu as autant de talent dans ton équipe, bah, tu peux viser que le titre. Ils sont évidemment peut-être un cran en dessous des principales équipes de l'Ouest, mais ça reste une vraie bonne équipe. Voilà, il peut y avoir un peu le délit de sale gueule parce que voilà, il y a Harden, il y a Westbrook qui a été longtemps critiqué, même si maintenant il a quand même son image a changé. Il y a eu Paul George et Kawhi Leonard tellement souvent absents qu'on a un peu envie le grand public parfois a tendance à leur taper dessus, mais ça reste une équipe qui est vraiment pas facile à jouer, qui peut mettre de la pression physique constante. C'est ce qui s'est passé sur Jokic. Hein. Ils l'ont fatigué, ils l'ont bousculé. Il rate 23 tirs. Alors bien sûr, évidemment, Jokic ne ratera pas toujours 23 tirs. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que les Clippers battraient les Nuggets sur une série. Ça, je parle là sur un match. Les individualités font la différence. Sur une série, c'est pas sûr. Sur une série, je pense que Denver l'emporterait. Peut-être, et pas en 7 manches. Quoi. Ils gagneraient sans doute 4-2 ou 4-2. Je dirais peut-être 4-2 pour Denver. Mais il y a quelque chose aux Clippers. Il y a quelque chose et ça se développe. Et je trouvais qu'Harden était très bon dans la création en fin de match. Il domine d'ailleurs. Les Clippers dominent le Money Time. Hein. Ils font 32-20 dans le quatrième quart-temps. Ils trouvaient bien les spots. Voilà, il y a quelque chose qui se crée. Kawhi et Paul George n'ont pas raté un match. Alors, je sais que le bilan est que de 10-10, mais c'est notamment dû à ce mauvais passage où ils ont tenté de faire jouer les 4 ensemble avec Westbrook. Je pense que les Clippers vont doucement remonter. Il y aura sans doute d'autres coups de mou, mais je pense que ça va doucement remonter dans la hiérarchie à l'Ouest. Moi, je ne leur demande même pas de tout exploser à l'Ouest, même si le CV de leurs joueurs pourrait
laisser penser qu'ils ont le deuxième ou troisième meilleur effectif, tout ça, mais juste qu'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, c'est bête, mais tu vois, ils devaient battre les Nuggets portés par Reggie Jackson, c'était pas normal de pas gagner. Donc c'est juste qu'ils doivent gagner les matchs où ils sont supérieurs. C'est ça qu'on veut voir. Et faire leur preuve contre des bonnes équipes une fois sur deux, là, comme là, c'est très bien. Comme je disais, on en redemande. Moi, je suis de ton avis. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de remonter. Y a de quoi être un peu optimiste après avoir été ultra pessimiste. Je pense qu'ils vont être très relous à jouer en playoff. Ils pratiquent, de toute façon, ils jouent déjà lentement. Ils ont déjà un jeu de playoff, ça joue lentement. En playoff, il y a malheureusement plus de possession pour les stars. Eux, des stars, ils en ont en pagaille. Voilà, ça va dépendre, comme d'habitude, de l'état de santé de leurs stars et de leur adresse. Je pense qu'ils ont besoin d'un Kawhi version 2019. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore, ce Kawhi-là. Mais voilà, c'est quand même une bonne équipe. Ouais. On peut enchaîner avec... allez, il y a plein de matchs qu'on peut traiter en bullets. Les Warriors, allez, très, très brièvement, les Warriors qui ont battu les Portland Trail Blazers dans la douleur, 110-106. C'est pas une victoire rassurante pour Golden State. Draymond Green a été très bon, 10 points, 10 rebonds, 9 passes. Je pense que dans les 2-3 dernières minutes, il doit lâcher 3 passes décisives. Stephen Curry, 31 points, dont le game winner, un step back à 3 points comme d'hab, 10 secondes de la fin. Jonathan Kuminga était bon aussi, notamment dans le Money Time. Mais ouais, allez, je vais te donner 2 stats. 3 sur 12 pour Andrew Wiggins, 3 sur 13 pour Klay Thompson. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, là, ils avaient remis leur 5. Ils peuvent enfin peut-être... faire enchaîner des matchs au 5 qui est censé être celui qui va débuter les matchs en playoff, celui qui a été champion, Curry, Clay, Wiggins, Green, Looney, au moins ils vont peut-être pouvoir recommencer à jouer ensemble et reprendre un peu de confiance collective, mais ouais, c'est pas ultra rassurant de les voir en galère et être obligé de se remettre à un shoot de Steph à 9 secondes de la fin, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Après, parfois faut un peu faire le dos rond, faut prendre les victoires même très poussive et en attendant que ça revienne, tu veux dire, dans les arguments pour les défendre, l'autre jour dans le pod on disait ça, ils se connaissent tellement bien qu'au bout d'un moment ça peut se réenclencher une fois que les 2-3 qui ont la tête dans le sac ils arrivent à en ressortir comme Clay et Wiggins, à un moment ça va peut-être finir par revenir, mais c'est clair que pour l'instant là ils n'ont pas une tête de champion en étant autant en galère contre Portland à domicile. On attend plus d'eux forcément. Je pense que si Clay et Wiggins avaient mis 2 shoots chacun de plus, le match aurait été complètement différent. Mais allez, on enchaîne avec ton gars Desmond Bane qui a signé la meilleure perf de sa carrière. Victoire des Grizzlies contre les Pistons. 49 points de Desmond Bane avec 6 rebonds et 8 passes d'ailleurs. Voilà, Memphis qui va un peu mieux. Voilà, et sur les... Attends, il faut que je fasse le calcul. Ils sont à 5-5 sur les 10 derniers matchs, je crois, après avoir commencé à 1-8. Et voilà, 49 points, Desmond Baines, la meilleure perf de sa carrière. Il y a quasiment, ça donne l'impression qu'il a quasiment mis la moitié des points de l'équipe. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est bon. Oui, le bilan est correct sur les 10 derniers matchs, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore les Grizzlies des dernières années. Alors c'est bien, c'est un terrain de jeu pour Desmond Bane pour montrer que c'est aussi un super attaquant. On l'avait vu un peu quand même l'année dernière. Bon là l'adversaire, faut prendre en compte l'adversaire aussi, c'est des Pistons qui sont en crise totale, 18e défaite de suite. 18 défaites de suite. Ouais, où on voit toujours pas trop où ça veut aller. Alors il a accéléré en deuxième, il fait 32 de ses 49 points, c'est en deuxième mi-temps. La perf collective de Memphis, pas besoin de s'arrêter dessus, c'est pas encore génial. Et pour les Pistons, je sais même pas quoi dire. On peut parler de Killian Hayes qui est correct au milieu de la médiocrité. C'est pas le plus médiocre, c'est déjà une victoire, je pense. Ouais, 12 points. Il a été agressif. C'est déjà le fait d'être agressif, c'est le signe d'une certaine confiance. Il prend 13 tirs, il fait 5 sur 13, 12 points, 4 rebonds, 4 passes. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire en attendant. J'ai rien de plus à dire sur les Pistons qui me désespèrent un peu. Moi, pareil. Alors, je parlais de Popovich. Je comprends pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout ce que fait Monty Williams. Il a changé son 5. Je comprends pas pourquoi les Pistons s'obstinent avec Isaiah Stewart. C'est pas, je dis pas que Stewart est un mauvais joueur, il a des atouts intéressants, mais le faire jouer 4, je ne capte pas. Je comprends qu'il est capable de tirer un petit peu à 3 points, mais c'est pas non plus, je sais pas, c'est pas Ryan Anderson le mec. Tu vois, il est pas, je sais pas. Est-ce que ça va, il a des bons pourcentages, mais il faut arrêter de s'entêter avec ça. Je préférais largement que ce soit le backup
de Jalen Duren et que du coup, il y a un autre style de basket quand Stewart rentre. Mais là, pour moi, il y a un 5 potentiel où tu fais jouer Thompson et Bogdanovic. Bogdanovic est ton stretch fort et t'écartes les lignes. Bogdanovic, il met 22 points. Sur ses 2 premiers matchs, il est à 20 et 22 points. Il vient de revenir, il est déjà en train de scorer. Mais je capte pas la gestion des jeunes. Tu as des bons jeunes. Ozar Thompson, il est sorti du 5 alors que c'était le seul qui défendait vraiment dur. Ouais. C'est le meilleur défenseur de l'équipe. C'est déjà un des 15 meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, je pense. Ou peut-être 20 meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, tu le fais pas jouer alors que ton équipe elle est catastrophique en défense, que ton message c'est je veux qu'on défende dur, mais fais jouer Ozar Thompson, tu vas défendre. Ozar Thompson il est limité à 16 minutes, alors Jaden Ivey il en joue 24. Ivey c'est quand même un gros talent, que Hayes, à la limite que Hayes passe au-dessus d'Ivey, et c'est même pas sur le côté français, pourquoi pas, tu as décrété que tu voulais de la défense, mais dans ce cas-là comment tu justifies les minutes d'Ozar Thompson? Je pense que tu peux quand même trouver du temps de jeu pour Ivey et Marcus Sasser, qui a été très bon. Autre rookie, qui a été très bon en début de saison. Là, il a joué 5 minutes. Je capte pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Je suis déçu, en fait. Si c'était si c'est une volonté de tanker, au moins, qu'il le fasse de façon un peu productive et pour développer les jeunes, quoi. Là, on voit pas trop où ça va. Monty Williams. Après, je pense que c'est bizarre. C'est très particulier pour un coach de. Après, c'est lui qui a accepté le job. Hein. C'est lui qui a accepté. Il avait les données en arrivant. T'enchaînes les saisons avec une équipe, un contender, clairement. Et tu passes sur ce projet-là. C'est pas du tout les mêmes leviers, la même façon de faire, le même projet. Donc, l'avoir fait sans transition comme ça, alors que visiblement de base il était pas chaud et que c'est quand même le chèque au bout qui a fait la différence. Ils ont vraiment aligné pour le recruter. Oui, ça peut expliquer, je pense que ça peut expliquer en partie ce qui se passe là, mais oui, c'est très très décevant parce que c'est pas les résultats en eux-mêmes. On savait que les Pistons ne feraient pas les playoffs, mais enchaîner les défaites comme ça moralement et pour la construction de ces jeunes joueurs là, c'est dur. C'est pas tout le monde qui se relève de saisons aussi désastreuses. Et là on est que, on n'est même pas à mi-saison là. Ouais, non, c'est terrible. 18 défaites de suite, c'est terrible. Je te propose qu'on essaye d'aller vite sur les autres matchs. Les Mavericks sont éclatés, le Jazz, 147-97. Le coach du Jazz, il a décrit la performance de son équipe comme une masterpiece dog shit. Alors, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais en gros, un chef-d'œuvre de merde de chien, si tu veux. C'est ça. Luka Doncic s'est amusé. À la mi-temps, il avait déjà un triple-double. Donc, c'est le 60e de sa carrière. Et en 3 quarts temps, il a fait 40 points, 10 rebonds au space. Voilà. Bon. C'était même pas un match. Là. Alors, ça lui a permis, ce triple-double lui permet de dépasser Larry Bird au classement des triple-doubles all-time. Et c'est le seul truc à retenir peut-être pour les Mavs aujourd'hui. Yes, il y a un autre record en carrière, celui de Paolo Banchero, mais ça n'a pas suffi pour le Magic qui... Deuxième défaite de suite, je pense, pour Orlando. 42 points de Paolo Banchero. Là, il y a eu une éruption offensive. 16 sur 26. Très bon match de Banchero, mais c'est gâché par les Cavs. Les Cavs qui décrochent une belle victoire avec 35 points de Donovan Mitchell, 26 points de Darius Garland. Voilà, Cleveland à domicile qui s'impose et Cleveland qui commence petit à petit à produire du basket de plus en plus intéressant. C'est ça. Bon, pour Orlando, Banchero, c'est dommage que le record de Banchero arrive ce jour-là, mais... les défaites arrivent aussi. On s'attendait un peu à ce qu'à un moment ça redescende. C'est pas illogique de perdre contre des bonnes équipes. Il n'y a pas péril en la demeure. Et les Cavs aussi discrètement qui font leur petit bonhomme de chemin aussi. Juste mauvaise nouvelle pour Orlando, c'est la blessure de Jalen Suggs. D'ailleurs, ça peut expliquer aussi cette défaite en partie. C'est que Jalen Suggs s'est blessé à la cheville. Il a joué que 9 minutes. Victoire de Miami contre Toronto. Voilà, Miami qui l'emporte sans trembler 112-103. 24 points, 12 rebonds de Caleb Martin. Je suppose que tu as un truc à dire particulier sur ce match. Non, pas forcément. C'est pas son record de points cette saison, Martin, je pense. Si. Ouais. Je pense que c'est sa meilleure. C'est bien parce que quand même c'est un joueur qui a été très important en playoff. C'est un mec dont l'émergence a été décisive pour le Heat l'année dernière. C'est bien qu'il sorte un peu, qu'on le voit un peu plus aussi. Ouais. Victoire des Nets in extremis contre les Hawks, 114-113 à l'extérieur. 32 points de Michael Bridges qui a marqué le panier pour la gagne. Ouais, step back à 4 secondes de la fin. Ouais, je crois que c'est ça, 4 secondes. C'était un match un peu fou. Je crois que c'est le record. La fin est folle. Ouais, mais même sur tout le match, tu as 43 changements de leader au tableau d'affichage.
C'est un record depuis 96, je crois. Il y a un truc comme ça. Il y a Ouais, 11, c'est 11 11 égalités. ouais. Ouais. Donc un match un peu fou et finish fou avec Trae Young qui met un panier à 3 points qu'on pense peut-être victorieux et Michael Bridges derrière. Clutch. Yes, victoire des Bulls. Chicago va mieux sans Zach LaVine. Mais c'est vraiment une discussion constante sur LaVine, hein. C'est un mec qui stat, mais on n'arrête pas de dire, mais quel est vraiment son impact sur le jeu? Eh beh, c'est tout con, mais encore une fois, il n'est pas là et Chicago gagne 3 matchs de suite. Alors bon, là, ils ont battu les Hornets, mais voilà, 29 points de DeRozan, 20 points, 12 rebonds de Vucevic qui commence à avoir des ballons. Kobe White, alors il n'a pas le talent de Zach LaVine, mais il fait plus ou moins la même chose, hein. Donc tu n'as pas même pas l'impression de devoir changer de style. Kobe White qui met ses 19 points et voilà. Et donc, comme je disais, 3 victoires de suite pour Chicago qui bientôt pourra de nouveau être dans la course au play-in. C'est bon, c'est très spécial. Et du coup, ils ont prolongé l'indisponibilité de LaVine dans la La foulée difficulté parce des que- Ah bah finalement sa blessure est un peu plus sérieuse, alors c'est de 3 à 4 semaines. Ah, mais Ça, il va finir par être transféré avant d'avoir rejoué pour les Bulls en fait. je veux pas, c'est pas pour faire le complotiste, hein, mais bon, la blessure a l'air un peu diplomatique. Je sais pas. Ça coïncide en tout cas avec la période où il avait l'air saoulé, où tout le monde en avait marre des résultats et où les rumeurs de trade grandissaient. Oui, bah là, du coup, hop, il gagne 3 matchs et LaVine absent un mois, donc peut-être qu'une série va débuter, qui sait. Allez, dernier match de la nuit, c'est la victoire des Rockets contre le Thunder, 110 à 101. Chez Guido, Alexander a mis 33 points, mais il était un peu solo du côté du Thunder. Pas du tout d'adresse, hein. On l'a déjà répété dans le CQFR, mais l'adresse à 3 points, ça va être la clé pour le Thunder. Et voilà, quand personne ne met dedans, c'est très compliqué. Après, Houston est une bonne défense. 23 points de Dylan Brooks, 21 points d'Alperen Sengun, 18 rebonds pour Jabari Smith Junior, 22 points d'Aaron Holiday, et donc victoire des Rockets. Ouais, les Rockets avaient besoin de ça. Ils restaient sur 3 défaites de suite. Battre un bon adversaire, c'est aussi rassurant. Et ouais, toutes ces performances individuelles ont été intéressantes, toutes celles que tu as évoquées. Jabari Smith et Sengun ensemble, c'est pas mal. J'aime assez le duo Ouais, dans j'aime bien l'idée. moi aussi. Voilà, ça fait un peu duo d'avenir et ils sont tous les deux encore perfectibles dans leur domaine respectif. On a envie que Jabari Smith soit un peu meilleur offensivement par rapport à ce qu'on avait vu à la fac. Et Sengun, bon, bah, il va progresser défensivement, il part de bas, mais le reste est tellement bon que c'est intéressant de les voir performer ensemble comme ça. Ouais, c'est une équipe sympa, Houston. Je pense que ce sera trop juste pour les playoffs, mais ça reste une équipe qui se développe un petit peu. Alors bon, c'est spécial, hein, au final, il y a des jeunes, les Amen Thompson, bon là, il est blessé, mais les Amen Thompson, on les voit pas. Tu vois, il y a certains jeunes qu'on voit pas. Jalen Green, il a un peu moins le ballon. Mm. Mais bon, ça reste sympathique sur quelques matchs. Mais je suis d'accord avec toi, le tandem Sengun-Smith, c'est ça qui est vraiment intéressant à Houston. Ouais. Bah écoute, on peut refermer là ce long CQFR. Ce soir, Ouais. il y aura donc début du Final Four. C'est les 2 demi-finales le même soir. Je vais être obligé de vérifier en direct. Il me semble que les deux. Oui, c'est ça. 23h. Oui, avec 23h Indiana-Milwaukee, pardon. Ouais. 23h Indiana-Milwaukee et 3h du matin, je crois, Ouais. Lakers contre New Orleans. Ouais, New Orleans. C'est ça. Bah, nous, on débriefera ça demain dans le CQFR. Et aujourd'hui, sur la chaîne, il y aura le replay de la late session. Il me semble qu'on a parlé de trade. Et après, le reste, j'oublie. On a une anecdote incroyable sur la Ball et une Fiat Punto. La Ball et la Fiat Punto, ouais. Voilà. Donc, allez checker ça. Et en attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.